nous reprenons. Alors, à tout moment, si ça marche. Si à tout moment, ça peut recouper. Mais vous inquiétez pas, il y aura de la rediffusion. Je suis désolée pour tous les gens qui peuvent pas nous voir. Qui peuvent pas nous voir en direct. C'est dommage parce on nous a envoyé des viewers en plus et du coup, ça marchait pas. Donc, c'est super. Mais on va quand même y arriver. En tout cas, merci à tous les deux d'être là pour cette émission en direct, malgré les problèmes techniques. Je suis de retour, accompagnée donc, il ne faut pas que vous me dites si j'écorche votre nom, mais normalement, ça devrait aller, j'espère, Emmanuel Rengoat et Pierre-Olivier Gaumin. Alors, Emmanuel, vous êtes chercheuse en sciences politiques et spécialiste des mouvements sociaux, de la politisation et de l'évolution des formes de lutte sociale. Et Pierre-Olivier, vous êtes réalisateur de documentaires et photographe. Je ne me suis pas trompée. C'est ça. Et vous êtes tous les deux les réalisateurs, co-réalisateurs du film Des goûts de lutte, qui est diffusé ce soir au cinématographe. Absolument. Il y a une projection débat de votre film ce soir à Nantes et demain au cinéma Saint-Paul à Rosiers. Mais dites-moi si c'est peut-être complet. Je ne sais pas. On ne sait pas non plus, mais je pense pas. Encore. Pas encore complet. Il doit rester quelques places. Précipitez-vous. Précipitez-vous pour aller voir le film. Avant, on va peut-être leur raconter de quoi on va parler. De quoi ça parle. Donc, c'est un film qui est sur l'après-mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui est né en 2018, mais je pense que tous les gens qui nous regardent se souviennent de ce mouvement-là. Il a quand même bien marqué notre histoire politique et qui est né donc dans les milieux ruraux et périurbains et à la suite de l'annonce d'une taxe sur les carburants qui s'est transformée en une lutte globale pour l'amélioration des conditions de vie. Ces personnes-là, en fait, manifestaient pour la plupart pour la première fois, ils se sont en quelque sorte politisés avec cette lutte-là. Et c'est ça qui vous intéresse notamment dans ce film-là. C'est pas le mouvement lui-même, mais c'est ce qui s'est passé après et quelles conséquences ça a eu aussi sur ces personnes-là. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il en reste 5 ans après, même plus, 6 ans, parce qu'on est en 2024. Et c'est la question que pose votre film. Alors, si les gens nous entendent, vous pouvez peut-être mettre le lien dans le chat en mettant .! Des goûts de lutte dans le chat pour avoir le lien du teaser du film, parce qu'on va pas le regarder en ce moment. Avant du coup de rentrer un peu dans le détail, comment ça vous est venu l'envie de faire ce film-là ? Alors l'envie de faire ce film, moi il s'est enraciné dans une envie plus profonde qui était de faire sortir un peu les questionnements et le savoir universitaire des amphis, des facs, donc sortir de l'académie et puis réfléchir à des supports de diffusion plus accessibles à un public large, on va dire. Et il est venu aussi de mon expérience avec les Gilets jaunes, du fait de passer du temps sur le terrain, sur les ronds-points, dans les manifs, de rencontrer des gens et de ce que moi ça m'a fait, de la manière dont moi ça m'a aussi transformé dans mon regard sur le monde, dans mon regard sur les lieux de la politisation, les lieux où se construise la citoyenneté, et dans mon rapport aussi au milieu populaire, même s'il n'y avait pas que des gens issus des milieux populaires. Et donc il y a eu l'envie de produire de l'analyse, qui est mon travail. Donc on a fait de l'analyse des enquêtes, des ouvrages, des bouquins, mais aussi l'envie de faire un film, c'était envie de passer par le sensible, c'est-à-dire de montrer les corps, de faire entendre les voix, le grain des mots, les manières de parler, les manières d'être, de faire entendre les histoires, mais de les faire sentir aussi. Et passer par l'audiovisuel, c'était ça. Et c'est aussi lié à la rencontre de Pierre-Olivier, avec qui on a pu monter ce projet-là. Ouais, et moi, ce que je peux dire pour compléter ma présentation, c'est que donc, je travaille en tant que réalisateur. Alors, mon étiquette, c'est le CNRS, mais je travaille au sein de la Maison des sciences de l'homme. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec Emmanuel, dans le cadre d'une formation audiovisuelle, où on a commencé à parler de ce projet-là. Et notre modèle économique, il est celui du documentaire, donc il est très fragile, il tient avec un budget très, très, très serré. Donc, on a globalement tourné tous les deux, et on a pu tourner grâce au support de nos institutions pendant 3 années. Donc c'est assez rare de pouvoir faire ça en fait. Si on a quelque chose d'assez unique entre nous deux, c'est-à-dire qu'on a eu le support de nos institutions respectives pour pouvoir un peu à l'instar d'un projet de recherche mener ce développement de film sur 3 ans. Et donc on a pu faire ça, ce qui m'aide à répondre à cette question. Pourquoi on a fait ça ? Déjà, on a pu le faire. On a voulu le faire parce qu'on a pu le faire. On a pu le faire pour des moyens économiques et on voulait le faire parce que c'était l'idée aussi de donner une autre forme à la recherche, de sortir des parutions, de sortir des livres et de proposer et d'aller chercher aussi un autre public avec
une forme film. Et de montrer un peu une autre image du mouvement aussi. Il y avait un enjeu de raconter l'histoire du mouvement aussi. Oui, parce que, je sais pas, quand vous dites l'image, c'est-à-dire... C'était ça aussi qu'on avait envie de faire. Vous disiez tout à l'heure, c'est un mouvement qui avait une singularité très forte, qui était beaucoup de gens qui n'étaient jamais sortis dans la rue, qui n'avaient jamais fait de manifestation, donc qui arrivaient comme ça à la politique, nous on a dit ça dans le film, qui arrivaient par effraction, qui arrivaient par la politique avec un rapport au vote très différent, parfois flottant, mais là qui arrivait par la participation protestataire. Donc nous, ça nous intéressait de savoir qui étaient ces gens, qu'est-ce que ça fait, jusqu'où ça transforme, et donc leur donner une place et de l'espace de parole et de l'espace de visibilité, parce qu'ils ont été très visibles dans les médias pendant un temps, puis après plus du tout. Et en général, les protestataires, et encore plus issus des milieux populaires, on les entend jamais dans les médias, donc il y avait cet enjeu-là dans le film. Et il y avait l'enjeu aussi de, après un mouvement social, ça se joue au moment du mouvement, mais ça se joue aussi après, sur les discours de légitimation et d'illégitimation qui vont être portés. Et donc les Gilets jaunes, il y a beaucoup de concurrence de discours sur ce que ça a été. Il y a beaucoup de discours qui vont les présenter comme, si je suis très méchante, des gens violents, des brutes, des abrutis. Donc on avait envie aussi de leur laisser des espaces de parole pour montrer autre chose et poser d'autres questions, quoi. Et ce choix du titre, comment est-ce que ça reflète un peu cette diversité? J'imagine que vous voulez montrer dans les personnes qui ont participé à ce mouvement-là. Du coup, comment est-ce que ça le reflète selon vous, en fait, en choisissant ce titre-là? Donc dégoût de lutte. Dégoût de lutte, ouais. Déjà, il y a un jeu de mots à l'oral qui ne vous échappera pas, entre le goût et le dégoût. Ouais. Et puis, on voulait essayer de décrire cette panoplie de goût qui peut habiter les instants d'après la bouchée intense de quelque chose qui croque, qui est peut-être acide, peut-être sucré, peut-être salé, peut-être les deux. Des goûts qui restent très longtemps, des goûts qui sont très soudains, des goûts qui sont parfois mélangés, parfois très francs. Donc c'était l'idée qu'on avait de cette métaphore du goût, c'était de décrire tous les, enfin pas tous, mais une grande panoplie de goûts qui pouvaient habiter les gens après l'expérience intense d'avoir participé à ce mouvement social d'ampleur, en tout cas temporelle, et puis en France spatiale. Parce que, et finalement, globalement, qu'est-ce qu'il en ressort? J'imagine qu'il y a des visions différentes. Chacun est-ce qu'il y en a qui se sont plus engagés? Est-ce que finalement, il y en a qui se sont complètement retirés? Qu'est-ce que ça a un peu donné quel est le résultat un peu? Sans spoiler votre film. Ouais, alors c'est ça, sans spoiler le film, mais c'est pas un film non plus à grand suspense, même si c'est un film super. C'était un mouvement très hétérogène, donc il y a des goûts de lutte, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rapports à la lutte. Bien sûr. Et dans la question du goût, il y avait la question des goûts qui restaient, et notamment la question de est-ce qu'on garde de la combativité ou pas, jusqu'où, jusqu'à quand. Et donc ça, c'est variable entre les gens selon les trajectoires, mais c'est aussi variable selon les moments. Et c'est ça qu'on montre dans le film. Donc dans le film, on dessine différentes trajectoires. Des gens qui restent très engagés, des gens qui ont des moments de repli dans la sphère individuelle. Il y a de la combativité et il y a de la désillusion aussi, parce que c'est un mouvement qui a été très fortement réprimé. C'est un mouvement qui a aussi eu... Il y a eu des conflits. Enfin, c'est à la fois hyper... intense et plein d'adrénaline, une lutte sociale, mais c'est aussi très coûteux pour le travail, coûteux parce qu'on va délaisser un peu sa vie de famille, coûteux parce qu'on va prendre des coups, se faire arrêter. Tous les Gilets jaunes connaissent quelqu'un qui a eu des problèmes judiciaires ou des problèmes de répression ou qui a subi des violences physiques. Donc c'était un mouvement coûteux en ce sens-là, qui peut user. Et puis, nous, on les a suivis sur l'après, de 2021 à 2023. Donc il y a aussi toute une séquence électorale dans cette période-là, qui est l'élection présidentielle de 2022. Et donc on les suit aussi là-dedans. Et là aussi, ça génère parfois de la combativité, parfois de la désillusion dans le rapport à la politique, pour le coup, là, plus institutionnelle, quoi. Bien sûr. Et vous avez collaboré, vous l'avez évoqué, vous vous êtes rencontrés, du coup, au sein d'une maison des sciences de l'homme. Comment est-ce que vos approches respectives ont-elles construit le film, en fait? Comment est-ce que vous avez travaillé? J'imagine que vous vous êtes apporté mutuellement un regard, un regard technique, un regard sur la recherche, ce choix-là, en fait, du film comme outil de la recherche est quand même intéressant. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble et comment est-ce que vos regards vous ont servi? Alors, effectivement, c'est tout à fait ça qui s'est passé. Il y a eu un processus d'apprentissage mutuel à
déjà définir ce qu'on voulait faire et ce dont on voulait parler, et puis sur la manière. Moi, je suis arrivée en tant que chercheuse avec un terrain que j'avais déjà fait une enquête sociologique avec les enquêtés. On avait envie de travailler sur ces primo-contestataires, donc on n'a pas fait un film sur tous les gilets jaunes, on a fait un film sur ceux pour qui c'était la première fois. Et puis on voulait aussi tirer des échos avec d'autres luttes, ne pas parler que des gilets jaunes, mais parler des mouvements sociaux en général. Et donc moi, je suis arrivée avec un savoir-faire de sociologue, c'est-à-dire j'avais des enquêtés avec qui j'avais déjà, auprès de qui j'avais déjà recueilli des trajectoires de vie, des récits de vie. Donc j'avais beaucoup d'éléments. Mais moi, je savais pas, j'avais pas du tout les savoir-faire techniques de prise de son, prise d'image. Et il a fallu, de cette enquête sociologique, exhaustive, objective, il a fallu faire une histoire, construire une narration, faire des choix d'intention, faire un film, construire, à partir des enquêtés, construire des personnages. Et c'est là où on a mélangé nos savoir-faire, notamment pour la construction de la narration, dans le tournage, au moment du montage. Peut-être tu peux compléter si tu veux. Ouais, c'est ça. Pour moi, le film, c'est avant tout une rencontre. C'est-à-dire que c'est la rencontre d'Emmanuel et son sujet, d'Emmanuel et de moi et des personnages, de nous et du public maintenant qu'on rencontre quand on monte le film. Bon, voilà, c'est une succession en fait de rencontres, de l'équipe aussi du film, avec le monteur notamment, Léo Lockman, avec lequel on a travaillé pendant presque 6 mois pour monter ce film. Donc l'idée c'était voilà de marcher sur une ligne de crête qui était celle de faire un film où on apprenait des choses, où on laissait la place aux sensibles, où on pouvait dessiner une sorte de dramaturgie avec les grands mots. En tout cas, on essayait de faire un début, un milieu, une fin pour ce film. Sans rien divulguer, mais bon voilà, l'idée c'était aussi de passer de données de recherche, d'enquête sociologique à des données complètement subjectives, donner une vision et proposer. En fait, on parle de proposition de cinéma, mais c'est ça, c'est à 4 mains, on a essayé de proposer un film qui n'est pas une vision exhaustive, qui n'est pas une vision même scientifique. En fait, c'est, on pourrait dire presque une fiction, c'est une fable qu'on a sortie, issue des études que Emmanuel et ses collègues menaient d'un point de vue très scientifique et de terrain. Bah voilà, nous, on en a tiré des gros traits sur des supports scientifiques, mais pour pouvoir raconter une histoire et proposer un narratif aussi de l'après-mouvement, quoi. Et là-dessus, une des choses que moi, ça m'a appris vraiment dans nos mélanges de savoir-faire et de compétences, c'est de penser par l'image, de faire confiance à l'image. C'est-à-dire qu'il a fallu, moi je sais écrire, expliciter beaucoup. Là, il fallait faire parler, donc avec le même propos. Qu'est-ce qui se passe après? Comment les gens se politisent? Comment ça transforme le regard sur soi, le regard sur le monde? Mais raconter ça avec des images ou avec du son. Et ça, c'était l'enjeu de beaucoup de discussions, de réflexions, d'apprendre à aller sur le terrain en ayant en tête une séquence. Qu'est-ce qu'on va filmer? Qu'est-ce qu'on va raconter? Donc là, pour dire que les gens conservent des réseaux d'amitié, des réseaux de solidarité forts, qu'est-ce qu'on va montrer? On va les montrer en train de discuter, il y en a une qui s'occupe de l'enfant de l'autre. Donc voilà, réfléchir à comment on raconte une histoire. Et aussi travailler sur la part de l'explicite et de l'implicite. Qu'est-ce qu'on explique et qu'est-ce qu'on montre en faisant confiance au regard du spectateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant le film et en discussion avec le monteur et Pierre-Olivier. Il y a un laisser aller à l'interprétation aussi, j'imagine, comment les gens veulent ce qu'ils en tirent. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vous avez évoqué l'idée que c'était un film de rencontre, mais finalement, rien que le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des rencontres, ce sont des gens qui se sont retrouvés à des endroits et qui se sont rencontrés, et qui aujourd'hui, comme vous dites, peut-être ont gardé du lien aussi et qui continuent à lutter ou pas ensemble. Donc je trouve que c'est intéressant ce mot-là, ce terme-là. Et en termes d'outils pour la recherche, aujourd'hui, donc ce film, ça y est, il est sorti, il va être diffusé. Et là, il va être diffusé quand même au grand public, donc il va y avoir un échange. Est-ce que... comment vous espéreriez qu'il soit utilisé par la recherche et qu'est-ce que vous espéreriez? Est-ce que vous imaginez que cet échange avec le public, cette diffusion auprès du grand public apporte aussi à la recherche sur plus long terme? Alors, c'est un film qu'on va montrer ce soir et qui va nous permettre d'avoir des échanges. C'est un film qu'on fait déjà tourner, on l'a terminé au printemps dernier. D'accord. Donc, on a déjà fait presque une quinzaine de projections débats dans une quinzaine de salles de cinéma, une quinzaine de villes. Donc, on voit que ça génère en fait beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions
sur le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi ça permet de faire le pari qu'on avait fait, c'est-à-dire faire sortir la recherche des amphis et avoir des discussions sur des objets sociologiques avec un public large. Et ça, c'est hyper intéressant, hyper précieux. Enfin, c'est des discussions qui sont assez denses et assez étoffées en général dans les salles. Et sur la question de ce que ça fait à la recherche... alors, c'est un film qui est issu d'une recherche. C'est pas un film qui a été complètement conçu comme un outil de recherche. D'accord. Mais ça l'a quand même un peu produit parce que, en tout cas, je peux répondre moi de ma position sur mon itinéraire de chercheuse. Ça m'a beaucoup fait revenir sur la place des luttes sociales comme outil de construction de la citoyenneté, comme lieu de la politisation. C'est-à-dire, quand on n'a pas été politisé dans sa famille, quand on n'a jamais rencontré une structure syndicale, ni dans son milieu professionnel, pas de discussion politique, etc., qu'on est dans des milieux qui sont très distants à la politique, il y a peu de lieux aujourd'hui ou d'espaces, de lieux de formation, d'éducation mutuelle, où on peut se politiser, exercer une activité de citoyen, etc. Les grands partis font moins ce travail-là qu'ils l'ont fait il y a plusieurs décennies. Ça contribue à ce qu'il y ait une distanciation d'une grande partie de la population avec la vie politique. Et les luttes sociales, c'est encore un lieu où la citoyenneté peut se construire par les rencontres. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les luttes sociales, c'est des moments... Il y en a peu dans la société où il y a des rencontres improbables. C'est-à-dire, il y a des milieux sociaux qui se rencontrent, des milieux professionnels qui se rencontrent. Ça n'arrive jamais. En mai 68, c'était les étudiants et les ouvriers. Là, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est des classes moyennes, des milieux populaires ou des fractions des milieux populaires qui ne se rencontrent jamais. Et ça crée des transformations extrêmement puissantes, des visions du monde, des visions de comment on peut comprendre le travail, comment on peut comprendre sa trajectoire personnelle. Ça fait passer de trajectoires vécues comme des trajectoires d'humiliation. J'ai raté, j'ai échoué dans ma scolarité, dans mon milieu professionnel, à des trajectoires qu'on va réinscrire en fait dans un système social qui est générateur d'inégalités, qu'on peut faire bouger. Et donc, je m'éloigne un peu de votre question, mais moi, ça m'a fait mieux incarner la place des luttes sociales dans ces processus de conscientisation. Donc ça contribue, ça m'a fait lire dessus en fait en termes de carrière professionnelle et en termes d'objets, ça a contribué à me spécialiser sur cet objet de recherche là en fait. Et c'est ça aussi qu'on a eu envie de montrer dans le film. Ça nous a donné envie de travailler là-dessus et de donner de l'importance en fait à ces espaces-là. Et si on parle de ce que fait le film à la recherche, on peut parler de ce que fait le film à l'audiovisuel. Ouais. Et le fait de collaborer, donc Emmanuel et moi, recherche et on va dire milieu de l'audiovisuel ou du cinéma, si on emploie les gros mots, et ben c'est très riche pour nous parce que ça légitime le fait qu'un film peut aussi être un film de science scientifique sans être scientifique. C'est-à-dire qu'il peut nous apprendre des choses, nous proposer un regard et une narration, nous faire rentrer et visibiliser des gens qui ne le sont pas habituellement, s'inscrire dans une forme très hybride qui n'est pas le cinéma classique et qui n'est pas un reportage télé. Et donc, ce créneau-là, assez fragile, nous, on peut se placer dans cet interstice-là. Et puis, ça fait aussi sens pour moi d'aller à la rencontre d'un public et de faire société autour de la science. C'est-à-dire, le média audiovisuel, il est aussi fait pour faire médiation, justement, et faire ce trait d'union entre la recherche d'un côté et le public. C'est les gens qui côtoient les cinémas, les gens qui sont curieux de science. Et dans les contextes qui sont... les nôtres, eh bien, il faut oser la nuance aussi et proposer des regards plus gris clair, gris foncé plutôt que noir et blanc. Et avec cette proposition de film qu'on fait aussi, c'est la nuance et la nuance de tous ces goûts et de toutes ces couleurs qu'on a vu à travers ce mouvement social qui est finalement qui essaye de donner une sorte de subtilité et de gamme de couleurs un peu plus riche que ce qu'on peut montrer en 5 minutes, 3 minutes sur des formats très courts, très à la mode, mais très courts. Et ça fait confronter aussi. Il dure 1 heure. Okay. Et je voulais juste ajouter, ça fait aussi confronter de manière assez directe la question de l'utilité sociale des chercheurs et de la recherche, en fait. Le fait d'avoir des discussions très directes dans des salles avec beaucoup de gens, il y a des questionnements directs de qu'est-ce que c'est votre rôle, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites pas plus, pourquoi on n'accède pas plus aux données de recherche, etc. Donc ça vient poser la question de notre positionnement, des décalages et des journées comme celle d'aujourd'hui. Elles expriment ça aussi, ce questionnement du milieu de la recherche sur jusqu'où va le travail du chercheur ou de la chercheuse, jusqu'où est-ce que c'est aussi dans nos compétences, jusqu'où on est soutenu par des financements institutionnels pour trouver des formes d'accès différentes, des formes de discours différents qui vont permettre de s'adresser directement à la société, mais aussi d'avoir des retours assez directs de la société sur nos travaux, nos objets, nos résultats.
Et vous, enfin, j'ai des petites questions techniques, mais par rapport au public, parler de gens qui s'intéressent à la science, est-ce que vous espérez aussi quand même qu'avec un film comme ça, on aille toucher aussi d'autres personnes? Parce que c'est un défi, et nous, en tant que médiateurs, on le voit, hein, aller toucher des gens qui n'ont pas d'intérêt pour la science, c'est compliqué, c'est vraiment un défi, quoi. Donc, est-ce que vous, probablement, vous l'espérez, vous l'imaginez, vous l'avez vu, des gens qui finalement peut-être se seraient pas intéressés, puis on dit pourquoi pas, ou qui se sentent concernés parce qu'ils ont eux-mêmes participé. Oui, clairement. Le film, il remplit le projet qui était celui qu'on avait au début, qui était de sortir des amphis. Et c'est même assez paradoxal. En fait, on y revient. Et moi, c'était un peu une surprise du film. En fait, on commence à le montrer aussi en université. Et c'est un film qui est un super outil pédagogique qui fonctionne très bien avec les étudiants. Et pour l'instant, il n'est pas en ligne parce qu'on le montre en cinéma. Donc, il y a des enjeux d'exclusivité, mais on le mettra en accès libre. C'est ça l'idée. Et c'est un film qui permet d'incarner très bien plein de notions pour comprendre ce que c'est une lutte sociale, comment ça marche, etc. Donc ça intéresse beaucoup les collègues et les étudiants. Mais ce film, on l'a fait pour sortir des amphis, on le montre en salle, et puis on l'a montré avec des collectifs associatifs, etc. Donc on l'a montré à plein de gens qui ont un intérêt pour les sciences sociales et pour la compréhension du monde, mais qui, pour une grande partie d'entre eux, ne seraient pas venus voir une conf ou n'auraient pas lu les bouquins qu'on a produits sur les Gilets jaunes. Donc là, c'est pas des gens qui viennent voir un film de science ou qui viennent voir un film de recherche. C'est des gens qui viennent voir un film sur ce sujet-là, qui a été co-réalisé par une politiste et un réalisateur, parce que le sujet les intéresse, parce que le docu les intéresse, parce que on montre aussi ce film souvent en partenariat avec des collectifs associatifs. Donc on a des appuis aussi locaux qui vont nous permettre d'accéder à des publics qui sont pas des publics de la science très directement. Oui, donc c'est tout son intérêt, j'imagine. Absolument. Oui. Et souvent, le support, ça fait aussi partie du message. C'est-à-dire que quand on va dans un amphi d'université, on touche les étudiants, on touche les profs. Quand on va dans un cinéma, on touche les associatifs, on touche les habitués des cinémas. Il nous manque tout un panel de la population. Il faudrait, en tout cas moi je rêverais qu'on le montre sur des draps, sur des ronds-points, qu'on le montre sur les murs. Enfin, il faudrait aller vers encore plus. Mais là, il faudrait qu'on arrête de travailler tous les deux et qu'on se mette à plein temps sur la diffusion du film, parce qu'on se rend compte que c'est un travail déjà très chronophage. Rien qu'avec, en bossant avec les gens dans ce métier, c'est-à-dire les cinémas qui nous accueillent, c'est déjà un travail énorme. Donc voilà. Mais on aimerait, si on avait le temps, aller encore plus loin pour aller vers les gens qui ne sont pas touchés initialement par le média-film, parce qu'en fait, le film, ça parle aussi beaucoup aux gens, les images parlent beaucoup. Aujourd'hui, on est noyé dans un bain d'images. Bien sûr. Donc, pour moi, on pourrait encore aller plus loin. Mais voilà, le temps nous manque, malheureusement. Et en termes un peu plus techniques, comment est-ce qu'on utilise la photographie, le cinéma pour justement capturer un peu l'essence du mouvement? Comment est-ce que vous avez parlé notamment de la mise en récit, les personnages, ce genre de choses? C'est un documentaire, donc le documentaire, ce sont des vraies personnes. Donc comment est-ce qu'on utilise ces techniques-là? Et c'est quoi un peu les défis aussi esthétiques dans la représentation du mouvement au travers de l'audiovisuel? Enfin, je dis audiovisuel du coup pour un peu englober la totalité, le cinéma, tout ça. Je parlais de rencontre tout à l'heure. Pour moi, avec Emmanuel, c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de ce projet-là, et encore maintenant, là, quand on rencontre les gens, c'est une forme d'écriture. C'est-à-dire, Emmanuel, elle est habituée à écrire avec un stylo, moi plutôt avec une caméra, mais en fait, on a pris tous les deux un stylo au début. Ouais. On a essayé d'écrire un projet de film au début qui n'est pas du tout celui du film qui existe aujourd'hui. Ensuite, on a pris la caméra, et puis je disais à quatre mains, mais peut-être c'est à quatre yeux en fait qu'on a fait le film. C'est-à-dire à un moment, on s'est mis à filmer les choses. Donc moi, j'avais l'œil dans l'œilleton, puis Emmanuel me tapait l'épaule pour me dire là, il se passe un truc. Donc voilà, on avançait aussi à vue comme ça, dans un temps long, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir tourner et retourner et retourner certains interviews. On les a fait 8 fois pour libérer la parole, construire. Parce que c'est des gens qui, pour certains, n'avaient pas du tout l'habitude d'être assis comme on l'est là, de prendre un micro et de parler dedans. C'est pas facile. Hein. Et c'est pas facile. Et pour nous-mêmes, c'est pas facile. Non. Donc quelqu'un qui ne fait pas l'exercice, qui ne l'a jamais fait, c'est très dur. Et donc on avait des interviews, des personnages du film maintenant qui étaient devant nous, qui n'avaient jamais pris un micro, qui se retrouvaient dans des lumières, des caméras. C'est très impressionnant. Ouais. Et donc il a fallu qu'on le fasse plusieurs fois. Tout ça pour vous dire que ce temps long, il permet aussi une confiance. Oui. Une confiance qui évite la défiance. Parce qu'en fait, les Gilets jaunes, et comme tout le monde, moi le premier,
qui travaille dans l'image, quand je vois une caméra, je me dis bon, qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi le canal, qui est cette dame? Et eux nous demandaient c'est quelle télé, pourquoi vous faites ça. Moi j'ai l'habitude de répondre à ces questions parce que j'ai une caméra sur l'épaule tout le temps et les gens c'est normal, ils nous questionnent. Mais quand on revient 1 fois, 2 fois, 8 fois chez eux, dans leur cuisine, sur les ronds-points, à un moment on gagne leur confiance et puis on vient avec notre franchise. Donc en fait c'est un lien, ils nous donnent ce qu'ils veulent, nous on leur donne aussi ce qu'on veut bien leur donner et puis on avance tous ensemble en fait à faire le film. C'est pas nous deux, c'est tous ensemble. Et on avait un vrai enjeu donc l'enjeu c'était de vouloir faire comprendre qui étaient ces gens, d'où venait ce mouvement, qu'est-ce qu'il a donné, etc. Et pour ce faire, dans notre mise en narration, il fallait construire des formes d'empathie. Il fallait amener aussi à des formes de proximité parce qu'on voulait faire comprendre de manière explicite. Des gens expliquent ce que c'est les gilets jaunes, mais aussi de manière implicite, c'est-à-dire comprendre en les voyant, en voyant leur corps usé, leur manière de parler, encore une fois le grain de leurs mots. C'est aussi des manières qu'on a tous en fait de capter des choses. Juste voir leur corps en mouvement et les entendre, ça permet de comprendre ou d'imaginer d'où ils viennent, ce qu'ils ont pu avoir comme trajectoire personnelle, comme trajectoire professionnelle, etc. Donc ça, c'était des choses qu'on voulait faire passer par l'image. Donc ça nous a aidé à choisir ce qu'on filmait pendant le tournage et ce qu'on montait dans l'histoire, comment on construisait l'histoire pendant le montage. Et donc on avait ce double enjeu de construire de la proximité ou des formes d'empathie, mais sans rien lâcher sur le propos. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était des gens très différents politiquement, des gens qui étaient par exemple très proches de l'extrême droite ou très proches de l'extrême gauche. Et c'est en construisant aussi une posture, on va dire, de compréhension qu'on voulait amener... c'est en construisant cette empathie qu'on voulait amener cette posture de compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite un jugement où on dit « Ah ouais, mais c'est des gilets jaunes un jugement qui peut être construit par les médias ou par des postures politiques. Bon, c'est des gens d'extrême droite, je ne vais pas écouter leur discours. Une fois qu'on a réussi, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le film, je ne dis pas qu'on a toujours réussi, mais qu'on a réussi à ce que on s'intéresse à leur discours, qu'on s'attache à des personnages, après on va écouter autrement leur trajectoire de vote, par exemple leur rapport au monde, leur rapport à la politique. Et c'est ça l'enjeu aussi du positionnement sociologique, c'est de... Je ne sais pas si dans notre film on peut apprendre des choses, mais peut-être on se pose plus les questions tout à fait pareil. Et si on arrive à faire ça, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup, oui, c'est vrai. Et du coup, donc 5 ans, on va peut-être faire un point aussi là sur votre regard. Qu'est-ce que vous en avez appris 5 ans après le début du mouvement, 6 ans du coup. J'ai écrit 5 ans, mais ça fait 6 ans. Est-ce que eux, ils ont l'impression qu'il reste quelque chose de ce qu'ils ont de leur lutte? Est-ce ils ont l'impression d'avoir quand même réussi d'avoir quand même leur voix a été portée d'une certaine manière, même si de ce qu'on voit, il y en a certains qui sont, il y a une forme de désillusion. Qu'est-ce que vous en retirez un peu comme résultat, on va dire entre guillemets, de résultats de recherche de tout ça? Et aussi justement par rapport aux échanges, est-ce que les gens ont aussi, il y a ce côté, 6 ans après, il y a un peu plus de recul sur ce qui s'est passé. Est-ce que les gens ont changé d'avis en voyant votre film, par exemple, peuvent avoir des a priori, voilà. Est-ce que les gens qui ont participé à votre film sont venus se voir au cinéma? Oui. Ça aussi, c'est pas facile. Après être passé devant la caméra, aller se voir en images et en son, c'est... Oui, c'est là qu'ils nous ont fait une grande confiance, parce que c'est un exercice hyper difficile. Ouais. Et c'était notre premier public, en fait. Avant de le montrer à un public extérieur, on va dire, on l'a évidemment montré à nos personnages. Alors, sauf une des personnages qui était nous, on est donc basé à Montpellier. D'accord. Et cette personne-là était à Saint-Brieuc, entre Saint-Brieuc et Rennes. Ouais. Et donc, elle l'a vu à distance. Elle nous a fait un retour très fourni par mail. Mais tous les personnages qui sont dans le film, on l'a évidemment vu une première fois. On a fait quelques ajustements et ils l'ont revu une deuxième fois. Et pour nous, c'était l'expérience du réel, c'est-à-dire qu'on serrait un peu les poings et tout ce qu'on avait quand on leur montrait pour que, en espérant que ce soit bien reçu et qu'il n'y ait pas de mésentente en fait dans la réception de ce qu'on leur proposait. Et ça a été le cas, et donc on en était très soulagés. Malgré plein de nuances, c'était un film qui n'était pas assez militant pour certains, qui était qui donnait la parole et dont ils étaient très fiers pour d'autres. Qui était une surprise, je pense, pour beaucoup, parce que à nous voir faire, ils se demandaient, ils nous posaient la question, alors on fait quoi avec ces images, vous allez où avec ça? Et le fait de voir un film, je pense que ça a pris sens. Ils
ils ont dû relire tous les rendez-vous où ils nous ont vus avec cette caméra, ce truc. Ils nous disaient, ah d'accord, c'est pour ça que vous étiez là. Et en fait, nous, on voulait documenter, une fois de plus, donner une vision qui n'est pas neutre, l'assumer avec eux. Quand je disais que c'était une rencontre, une écriture, il y avait le stylo, la caméra, le montage, puis le fait d'être en cohérence avec eux et leur discours. Et ça, c'était un truc super. Pardon, je te coupe par rapport à la recherche, de pouvoir avoir un élément de restitution, en fait. Oui. Souvent, quand on fait de la recherche, ça va être un article de Sciences Po, parfois ça va être un bouquin. Et là, pour le coup, on avait un vrai... parce que pendant les 3 ans, ils nous ont dit, bon, quand est-ce qu'on le voit, le film? C'est super long, en fait, 3 ans de tournage, plus le temps de montage après, etc. Et donc, c'était un moment très chouette, ce moment que décrit Pierre-Olivier, parce qu'on a pu leur montrer, en fait, notre travail. Alors, il y avait un enjeu de... Nous, on a fait ce qu'on voulait faire, on n'a pas fait un truc pour leur convenir, mais c'était un moment fort aussi, ça, pour nous. Oui, et puis quand vous parliez de nuances aussi, je pense que le fait justement de dire c'était un film qu'on n'a pas fait pour eux, mais ça leur permet aussi d'avoir un autre regard, j'imagine, puisque du coup, ils ont vu aussi les témoignages des autres. Et donc, qui potentiellement n'ont pas les mêmes idées, ou n'ont pas du tout pris le même chemin. Oui. Donc, même pour eux, en fait, c'est un exercice intéressant à ce niveau-là. Ouais, puis on parle de récit. En fait, on a tous besoin de récit. Et le fait de nous avoir documenté une partie de leur vie, très courte, mais... comme on l'a fait, en fait, on s'est rendu compte qu'à leur échelle, des fois, ça ravivait la flamme aussi. Le fait de se voir ensemble, ils se sont dit, oui, c'est vrai, on est une famille. Adrien disait qu'on était une famille. Moi aussi, je pense ça. Puis il y a un autre gilet jaune qui est à Saint-Brieuc qui dit la même chose. Moi aussi. Il y avait une sorte de communion de paroles dans laquelle ils se retrouvaient tous sans s'être concertés, évidemment. Et nous, on avait des rushs parfois divergents, mais parfois convergents qui se rejoignaient en tout cas dans quelles que soient leurs appartenances sur des propos assez forts finalement, de l'ordre de la famille, de l'ordre du lien très fort qui les liait. Et c'est ça qui les a aidés aussi à traverser ces 6 années maintenant, peut-être plus. Alors là, maintenant, il faudrait... alors sur la question de ce que c'est devenu, de ce qu'il en reste, effectivement, ça va sans doute revenir un peu là dans les médias, mais dans les médias, c'est un mouvement qui a quand même été assez... Bon, voilà, il y a eu le confinement après, il y a eu la pandémie, il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites, donc c'est un peu un marronnier qui revient maintenant vers le 17 novembre, au moment des anniversaires, mais c'est un mouvement qui est repassé sous les cadres, sous les radars médiatiques, mais en même temps, c'est quand même un mouvement qui est devenu une référence. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une lutte sociale, on va entendre, ou quand il y a le mouvement des agriculteurs, par exemple, qui s'est passé il y a quelques mois, on entend les médias se dire est-ce que les gilets jaunes vont revenir, ou en tout cas c'est devenu un étalon de mesure. Est-ce qu'il y aura autant de gens, est-ce que ce sera aussi violent, est-ce que ce sera aussi efficace ou pas politiquement? Donc ça c'est intéressant, c'est un mouvement qui est en train de s'ancrer en fait dans nos représentations, dans nos imaginaires, dans les comparatifs. Et pour ceux et celles que ça a concerné, il y a là aussi des trajectoires très différentes, c'est-à-dire qu'effectivement ça a pu créer de l'usure, donc il y a de la désillusion, parce que on peut pas dire que le mouvement ait été très entendu quand on regarde les débats et les questions qui sont sur l'agenda politique aux élections suivantes ou aujourd'hui. En gros, les inégalités demeurent, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, la prise en compte des petits et des moyens, des travailleurs moyens n'a pas été transformée. Enfin bon, la vie n'a pas changé fondamentalement pour eux grâce à l'État ou grâce aux politiques publiques. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de transformation forte. Mais par contre, et ça a pu créer beaucoup de désillusions, mais pour toute une partie des Gilets jaunes, il y a eu aussi des transformations très fortes en termes de réseaux, donc des gens qui sont restés amis, qui ont créé des réseaux de solidarité, des réseaux d'entraide. Donc ça aussi, c'est peu visible médiatiquement, mais en fait, à l'échelle individuelle, ça change tout, d'être intégré dans des collectifs de solidarité. Et pour certains d'entre eux, ça a créé de la combativité, de l'engagement citoyen pérenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont monté des associations, ou il y en a qui sont restés dans des entre-soi Gilets jaunes, entre public et privé, mais qui sont actifs dans ces entre-soi-là. Soit c'est de l'entraide, des maraudages, c'est-à-dire aider les plus démunis, soit c'est en fait des lieux simplement de maintien de la politisation, où il y a une pensée critique en fait qui se maintient, même si ça reste beaucoup dans l'entre-soi. Et pour répondre à une autre question que vous nous posiez tout à l'heure, jusqu'où la réception peut transformer aussi le regard des gens. Alors la réception, j'ai découvert ça aussi, c'est super intéressant dans les échanges en salle. En fait, on regarde, c'est évident, mais moi je l'ai découvert, on regarde un film aussi avec ce qu'on est et de là d'où on vient, aussi avec sa trajectoire. Donc les réceptions sont très variées selon les publics qu'on a, public étudiant, public militant, public de documentaire, et ça c'est super intéressant aussi parce que ça crée pas les mêmes débats. Mais, et bon, le film plaît ou ne plaît pas, bon, et ça c'est bien normal.
Il y en a qui le trouvent trop militant, d'autres pas assez, d'autres voilà. Mais là où on peut être content modestement, c'est que y a des gens qui nous ont dit qu'ils avaient appris des trucs, tout simplement. Parce que voilà, là c'est le pari réussi d'avoir explicité des trucs ou d'avoir implicitement fait comprendre des trucs. Et il y a des gens que ça touche en fait, et c'est là que c'est aussi rassurant sur le fait d'avoir choisi de passer par le film, par le sensible, par l'image. Ça touche alors qu'il y avait une distance sociale ou une distance politique par rapport au mouvement, parce que c'est un mouvement face auquel beaucoup de gens politisés, de classe moyenne, de gauche et pas que, se sont dit qu'est-ce que c'est que ça ? C'est anti-écolo, c'est bizarre, ouais. Ça a été taxé au début de plein de... On savait pas trop ce que c'était, ça a été taxé de fascistes, d'antisémites, etc. Donc des gens qui sont voilà, pas allés voir parce que ça n'a pas traversé leur vie et qui là, du coup, posent un autre regard, ou en tout cas s'interrogent sur pourquoi ils ont reçu le mouvement comme ça, ou comment ils se sont situés par rapport à ce mouvement-là, et qu'est-ce qu'ils ont lu qui les a amenés à voir. Donc voilà, se posent eux-mêmes la question de comment ils l'ont reçu et puis qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant, c'est un petit déplacement de questionnement. Et vous pensez que justement, d'utiliser le film, le documentaire permet au public de s'identifier plus facilement qu'en lisant un article ou... Oui, c'est sûr, parce que c'est simplement, c'est pas un ressort qu'on va utiliser sur un article. Sur un article, moi, quand j'écris, c'est une écriture très analytique, très explicite. On va pas essayer de créer des ressorts d'identification, pas comme dans un roman ou comme dans une fiction. Et c'est aussi des choses que je saurais pas forcément faire, d'ailleurs, par l'écrit. Donc, c'est vraiment une autre posture de compréhension qui passe plus par les émotions, en fait, par l'affect, le film, que la compréhension vraiment très intellectualisée qu'on va faire dans un bouquin. Donc, c'est là que c'est un objet délicat à manier. Et c'est ce qu'on a essayé de faire tous les deux. Mais... Et justement, il me vient une question, c'est notamment, c'est ce qui est souvent reproché aux sciences humaines et sociales, ce côté très biaisé, en fait, où le regard du chercheur ou de la chercheuse va biaiser parfois va forcément biaiser un peu le résultat de recherche, ou la manière dont la recherche est faite, sachant que même dans les sciences dures, il y a aussi des biais, il ne faut pas l'enlever. Est-ce que vous pensez que finalement, ces biais-là ont aussi une utilité en fait, vous parlez du fait que là, on parle d'émotion. Est-ce que l'émotion a aussi une utilité dans la recherche et est-ce qu'elle est aussi importante finalement que le fait d'être hyper objectif sur un sujet ? Alors, ça, c'est une grosse question parce que la prise en charge des émotions, c'est un sujet qui reste aussi... qui est pris et qui est à prendre avec des pincettes, je pense, dans la recherche, mais qui est important. Pardon. Désolée, non, c'est moi. Alors, moi, je suis pas tout à fait sur la même position. Je pense que quand on est en posture de chercheur, et c'est vrai, moi, en tout cas, je peux parler de ma discipline, la Sciences Po et la socio, il y a un gros travail de questionnement sur son rapport à l'objet, et justement sur essayer d'identifier les biais. Et donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de biais, mais on en parle, on les met sur la table, et c'est ça qui permet de mesurer la scientificité d'un discours. Et je leur dis parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de mise en équivalence des discours scientifiques avec des pseudo-discours d'expertise qui n'ont pas du tout... qui n'explicitent pas leur démonstration, qui disent pas d'où ils parlent. Donc avoir une conscience et un discours objectif sur ces biais-là, c'est ce qui garantit qu'on va apporter du savoir parce qu'on dit comment on le construit, quoi. Et en ça, la posture de chercheur et de chercheuse, à mon sens, elle est très différente de la posture de faire un film, de réalisateur. C'est vraiment deux rôles qui sont très différents parce que en tout cas, dans la manière dont moi je les ai abordés et dont nous on les a abordés. Et la posture de réalisateur, pour le coup, là, il y a quelque chose de plus subjectif, de plus personnel, de plus assumé, où on va utiliser les émotions pour essayer de faire passer un discours, ce qu'on ne fait pas du tout en recherche. Là où, par contre, pour répondre quand même à la question où est-ce que l'émotion elle peut être utile dans la recherche, là aussi, je parle pour moi. Pour moi, c'est quand même, je pense que le passage, le fait d'avoir été dans ce mouvement social, d'y avoir assisté, d'avoir été sur place et en interaction avec les gens, ça m'a donné envie de faire aussi ce que je disais au début, faire aussi passer cette compréhension du mouvement par l'émotion et d'aller vers le film. En me disant, dans un livre, je pourrais toujours raconter que c'était émouvant, raconter les corps des gens, mais en fait, ça ne marche pas du tout autant que de construire par le sensible, par les images. Par le son. Ouais, c'est ça. Et puis, pour compléter ce que dit Emmanuel, moi, de ma fenêtre de non-chercheur, en fait, les émotions, c'est ce qui, moi, m'aide à rentrer dans un sujet. Et mais on y est tous sensibles d'ailleurs. Une musique, quelque chose qui vibre, une expérience vibratoire, elle nous hérisse les poils, elle nous déchire des larmes. Voilà, on peut être sensible à quelque chose au cinéma qui peut être au-delà des mots, au-delà de l'explicite, au-delà de ce qu'on peut lire de manière très
objectives. Pour moi, en tant que réalisateur, il y a pas de... Le biais, il est toujours là. Dès lors que l'on pose une caméra, le biais, il a un trépied, il a un objectif, et puis nous, on est derrière. Ben, voilà, on pose un regard, comme on disait tout à l'heure. Donc le biais, il est là. Après, ce qu'on a fait avec Emmanuel, c'est un objet très hybride, une fois de plus. C'est pas une parution de recherche, c'est quelque chose qu'on assume, c'est une vision qu'on veut partager, discuter surtout, qu'on assume. Et ces biais-là, en fait, on en parle quand on accompagne le film. C'est ce qu'on essaye de faire là, quand on montre le film à Nantes et ailleurs. On essaye après chaque projection, de le discuter. Et de répéter à grands coups de mots que ce n'est pas une vision exhaustive, que c'est une proposition, que les émotions sont une entrée aussi vers le sujet, et que pour moi un objet de fiction, c'est une super manière d'entrer dans un sujet. Toute proportion gardée, il y a des superbes écrivains. Victor Hugo, il nous faisait des fictions sur des sujets sociaux primordiaux et d'importance primordiale, et il nous faisait rentrer par la fiction. Nous, avec une fois de plus, très simplement, avec notre petit film, on appelle ça une forme documentaire. Pour moi, elle est quand même fictionnisée. On a fait des choix de plan, on a fait des choix de position de caméra, on a raconté, on a fait des choix au montage. Donc tout ça, c'est une proposition de discours et de narration autour du mouvement et de ses effets. Je vais revenir sur une question par rapport à la question des luttes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les luttes qui arrivent, ou les luttes futures, on se pose la question de l'impact. Mais est-ce que finalement le mouvement des Gilets jaunes a une résonance aussi par rapport à des mouvements antérieurs ? Finalement, on est arrivé à ça. Ces gens-là, ils se sont un peu mobilisés spontanément d'une certaine manière, parce que j'ai quand même l'impression... de ce que j'ai lu, c'est que c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça résonne un petit peu avec d'autres mouvements, même contemporains ou plus vieux ? Est-ce que vous avez cette sensation-là ? Et est-ce que vous êtes inspiré aussi de documentaires qui ont été faits sur d'autres mouvements ? Voilà. Oui, alors oui, absolument. Pour la première question, les Gilets jaunes, ils avaient plein d'aspects assez singuliers, notamment le fait qu'il y avait beaucoup de primos, de gens qui n'étaient jamais sortis dans la rue, et aussi le fait que il y a quand même, c'était pas que des gens issus de milieux populaires, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient issus des milieux populaires, et ça c'est rare dans les luttes sociales. On a souvent l'idée que les luttes sociales, ça va être, si je caricature, les plus pauvres qui se révoltent, mais en fait ça se passe pas comme ça. En général, c'est quand même les gens qui ont déjà un peu de stabilité dans leur vie et qui n'ont pas intégré les formes de domination, c'est-à-dire qui ont déjà des sentiments d'injustice et qui pensent qu'ils devraient pouvoir accéder à mieux, que la société devrait être mieux redistribuée. Quand on est complètement dominé, qu'on se sent pas légitime à utiliser les outils de la vie politique qui existent déjà, comme le vote, comme la protestation, parce qu'on n'a jamais fait ça, ça va pas du tout être naturel de se révolter. Donc, ça, c'était un mouvement quand même singulier. Mais par contre, il y avait complètement plein de formes de similitudes avec d'autres mouvements sociaux. En gros, les Gilets jaunes, ils sont quand même assez... on peut les réinscrire dans une vague de contestation de la dernière décennie, on va dire, post-crise économique de 2008. Et il y a eu tout un mouvement, tout un ensemble de mouvements d'occupation de place dans plein de pays, notamment en France en 2016, au moment de la loi travail, il y a eu tout le mouvement Gilets jaunes, d'occupation de la place de la République, d'occupation d'autres places publiques, donc des citoyens qui se posent sur des places publiques, qui ne veulent plus partir, qui restent jour et nuit et qui discutent. Oui. Avant eux, il y a eu les indignés en espagnol, les indignados, en 2011, qui sont restés pendant une année à plusieurs centaines de milliers sur les places espagnoles à demander du changement. Ça s'est transformé notamment en Podemos aussi après, et c'est venu transformer la vie politique espagnole. Il y a eu plusieurs mouvements d'occupation de place, comme ça, Occupy Wall Street aux États-Unis. En Turquie, il y a eu l'occupation de la place Gezi. Donc tout un mouvement qu'on appelle des mouvements citoyens, parce que c'est ce que vous disiez, c'était des mouvements spontanés. C'est-à-dire que c'est pas des partis politiques qui les encadraient, ce n'étaient pas des syndicats, c'est des mouvements qui n'étaient pas structurés par des organisations. Et ça, c'est assez nouveau, que les mouvements ne soient pas structurés par les organisations et ne se transforment pas ensuite non plus en organisation ou en parti politique, à part les indignés espagnols. Et ça donne à voir aussi quelque chose de très contemporain dans les évolutions des rapports des citoyens aux politiques, c'est des formes de méfiance ou des formes de défiance. C'est-à-dire l'idée que on va éviter toutes les formes hiérarchiques, pas de leadership. On va essayer d'expérimenter des formes horizontales de prise de décision, donc où il y a beaucoup de délibération, où on fonctionne beaucoup au consensus, on laisse tomber le vote, les questions majoritaires. Et l'enjeu là, c'est que chacun puisse avoir un accès à la parole et chacun puisse conserver un contrôle de la prise de décision. Ça, c'est des trucs très, très nouveaux, enfin pas très nouveaux, pardon, mais très différents de notre représentation classique de la démocratie qui doit être représentative, qui passe par le vote, qui passe par des représentants. Là, il y a des formes, des demandes de faire de la politique très différentes et qui sont
quand même assez présentes dans tous les mouvements sociaux de la dernière décennie et qui sont aussi présentes chez les Gilets jaunes pour le coup. Et pour compléter et répondre à la deuxième partie de la question, notre film, il s'inscrit dans une filmographie en fait qui a documenté le mouvement. Déjà, les Gilets jaunes eux-mêmes ont énormément documenté ce mouvement à travers les réseaux sociaux, à travers les lives, à travers dans tous les téléphones des Gilets jaunes, il y a des heures et des heures de rush. Et nous, on s'inscrivait dans une filmographie qui est déjà très fournie, avec des films brillants et super intéressants. Et un peuple, il y a Les Voix jaunes, il y a Un pays qui se tient sage. Bon, il y a pléthore de films. Là, j'ai cité les plus gros, les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Nous, avec la proposition qu'on a avec ce film, on vient aussi s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire qu'on a fait aussi des choix qui nous permettaient de s'immiscer et de s'insérer dans cette filmographie, de se dire bah ouais, on va pas. La violence, elle a superbement été traitée par plein de films. Voilà, il y a des sujets comme ça qu'on s'est permis de frôler parce qu'ils avaient déjà été bien traités dans d'autres films. Et voilà, nous, une fois de plus, on s'intéressait à l'après. Il nous semblait que dans le paysage filmique, il y avait peu de documentation sur voilà où en sont les Gilets jaunes maintenant, comment il a transformé ce mouvement, comment il a transformé les gens et à travers quoi et comment on le voit. Et c'est de ça qu'on parle et voilà, on essayait de s'inscrire là-dedans et le paysage il évolue tout le temps parce que les films sont en train de se faire aussi. Et voilà, c'est pour dire qu'on s'inscrit dans une histoire aussi. Il y a l'histoire des luttes et puis il y a l'histoire des documentations de la lutte. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est souvent après les luttes, on a toujours des archives. C'est quand même, je trouve que c'est important. Et finalement, j'imagine que ça nourrit aussi la recherche en fait. C'est de l'archivage finalement, que ce soit ce que qu'ont filmé les Gilets jaunes pendant les manifestations et que ce soit votre film avec des témoignages de l'après, avec ce recul sur ce qui s'est passé et comment ça impacte finalement les luttes politiques aujourd'hui et comment ces gens-là s'impliquent. Donc oui, j'entends bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce que alors du coup il va tourner pendant combien de temps votre film? Comme ça on va terminer là-dessus. Et il va être diffusé. Il y a toute une programmation sur toute la France, dans toute la France, j'imagine. Oui, alors on a déjà donc tourné pas mal dans certaines régions. On peut peut-être rapidement mentionner les dates à venir. Donc, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Rennes hier soir. Ce soir, on est au Cinématographe à 20h30. Absolument. Demain soir, on est au Saint-Paul-de-Rezé à 20h. Oui. On sera à Saint-Étienne le 5 décembre, au Méliès. À Massy-Palaiseau le 17 décembre. Attention, prenez vos carnets. À 20h30. J'ai mis le lien de votre site. Voilà, le mieux, c'est de partager notre site sur lequel vous allez retrouver toutes les dates. On essaie de le mettre à jour très régulièrement avec les dates et les horaires et les lieux. Et on sera de retour à Montpellier en fin janvier et dans les Cévennes les 25 et 1er février 2025. Voilà, et on retournera du côté de Strasbourg, Besançon, Paris, probablement. Et après, le film, une fois la tournée terminée, il sera disponible, accessible sur des plateformes. Alors, même si c'est dans longtemps. Hein. C'est ça, pour l'instant, on s'est inscrit nous en tant que distributeur de notre propre film déjà. D'accord. Donc là, on se bat avec nos agendas et avec les lieux qui veulent bien nous recevoir. Et dans la chronologie diffusion, effectivement, on a pour idée de le partager librement à qui voudrait bien s'en saisir, à des fins pédagogiques, mais aussi documentaires en fait. Donc oui, il sera disponible un jour, mais la date est encore secrète. D'accord, très bien. Et vous, d'autres projets de recherche, de documentaires, des choses à venir ou pas? À part ça, Luc, là, vous vous concentrez juste sur la... Mais des idées ou pas? Alors oui, on peut le dire comme ça, des idées. Pour l'instant, une collaboration encore? On n'a pas complètement abordé ça, mais c'est ultra chronophage en fait, et de faire un film et de faire le travail de diffusion de ce film. Donc là, en vérité, moi, j'ai complètement le nez dans le guidon entre mes cours, les bouquins et ce film. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question de l'après, même pour nous. Mais oui, on a une boîte à idées qui est pleine avec 2-3 idées qui ressortent. On n'a pas de pétrole, mais on a plein d'idées. Génial. À venir. Mais pour l'instant, on s'attache à la diffusion de notre projet actuel. Mais on a des idées. Très bien.
et ben on vous suivra du coup. En tout cas, moi je suivrai un peu Super. votre actualité. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bon, je ne Merci. sais pas si tout le monde ne peut nous entendre tout au long. Quoi qu'il arrive, ce sera rediffusé. Je pense que je vais faire une rediffusion directe parce que là, voilà. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est enregistré, donc vous serez diffusé et puis on va repartager sur les réseaux sociaux toutes ces infos. Et puis si ça fonctionne, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine. On a une autre émission en direct. J'espère que nous n'aurons pas de problème de connexion Internet. Pareil, art et science, un peu le même principe. Voilà, et merci à tous. Et puis moi, je vais aller éteindre mon live dans ma régie.